Bonjour à tous, bonjour, bon matin, bonjour à tous et bienvenue dans ce Wexpert Ville intelligente, données, mobilité, connectivité. On va parler de tout ça ce matin. On est très heureux de vous avoir. Vous êtes presque 350 ce matin à vous être inscrits pour ce webinaire. Heureux d'être là. Je suis Frédéric Bob, je suis le vice-président communication, événements international chez Prompt. Heureux de vous avoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était en l'an de grâce iPhone 1, c'est-à-dire en 2008. Je compte en génération d'iPhone maintenant, que le terme ville intelligente a apparu, notamment suite à une étude de IBM. Dès lors, le terme de Smart City, c'est devenu une image de marketing ainsi qu'un marché potentiel pour les films privés. Ainsi, en 2013, on dénombre près de 150 villes dites intelligentes à travers le monde, ou du moins qui se revendiquent comme telles. De fait, la question de la définition de la ville intelligente, c'est un exercice délicat. La ville est intelligente, c'est une ville qui s'appuie sur les technologies de l'information et des communications, c'est certain, et les mécanismes de collecte et de gestion des données qui sont de plus en plus importantes et qui recouvrent un problème et un caractère stratégique. On reconnaît son caractère adaptable, cette ville, mais de plus en plus durable. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de la ville durable comme du modèle de ville intelligente. Et ce concept s'appuie sur la coordination de trois acteurs: le public, le citoyen, le privé et le service public en tant que tel, les villes, nos métropoles. Et bien entendu, au regard de la complexité de l'espace urbain, du nombre d'acteurs impliqués, ça ne viendra pas sans défi, qui sont liés notamment aux nouvelles technologies, aux différentes urgences sanitaires, climatiques, on le voit actuellement. C'est pour cela que nous avons réuni des invités, et on est très heureux de les avoir, je vais les présenter tantôt, qui vont nous parler des défis actuels, défis à venir, ainsi que leur expérience dans les domaines sur les données, la connectivité, la mobilité, reliés à ces trois acteurs, le service public, le privé et le citoyen. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier nos partenaires pour l'organisation de ce webinaire qui nous ont aidés aussi, le CRSNG, Innover, Québec Innove, l'UMRSU et l'Union des municipalités du Québec, que je remercie aussi. Nous allons avoir la présentation de nos invités que je vais introduire, mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Luc Sirois, qui est le directeur général de Prompt, qui va nous introduire le réseau des mobilités durables. C'est extraordinaire de vous avoir tous ici aujourd'hui. Le sujet de la ville intelligente nous captive. Le réseau de l'innovation ouverte en mobilité durable est coordonné par Innover, un RSRI de premier plan dans tout ce qui est électrification des transports, intelligence de la mobilité. Ce réseau-là réunit évidemment Prompt et Innover, mais également Jalon, IVEO et Michelin, ainsi que le Moving On Lab pour offrir au Québec un laboratoire vivant d'expérimentation, des nouvelles mobilités, des nouvelles technologies, des nouvelles façons de créer de la mobilité durable pour un Québec vert, pour un monde plus vert. Alors, on vous invite à prendre contact avec le réseau, avec nous tous, et pour pouvoir vous aider dans vos projets de mobilité durable. Merci beaucoup, Luc. Merci pour ce mot sur ce réseau d'innovation mobilité durable. Je vais donner quelques instructions pour la procédure du webinaire. Vous pouvez poser vos questions, dont on y répondra à la fin de toutes les présentations, dans le clavardage sur Menti. C'est une application qui vous permet de poser les questions auparavant. Donc, www.menti.com et vous rentrez le code 68 811. 68 811. Voilà. Il est venu le moment maintenant de, si vous êtes chez vous avec vos enfants, eh bien, de leur donner une bonne bande dessinée du Marsupilami pour être tranquille face à votre écran. Je vais donner la parole à Marie-Claude Messier, qui est la vice-présidente développement des affaires chez Prompt, pour sa présentation. Bonjour, bonjour à tous. Merci Frédéric pour cette introduction. Merci surtout à vous tous de vous être déplacés d'un écran à l'autre, j'imagine, pour venir nous rencontrer à ce webinaire sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur. En fait, Prompt est un organisme qui fait du financement d'innovation en recherche et développement collaborative. Et collaborative, ça veut dire collaborer entre entreprises académiques, universités, CCTT. Et le niveau de participation aujourd'hui favorise grandement un début de collaboration sur le sujet des villes intelligentes.
On peut changer de page. On semble avoir un peu de difficulté avec la qualité de la présentation. Alors, la page suivante, les RSRI, il y a 9 RSRI au Québec, le PROMPT et le RSRI associé aux technologies de l'information. La prochaine page, qu'est-ce que fait PROMPT? PROMPT fait principalement du financement, de la propulsion et du maillage. Propulser l'innovation en recherche collaborative, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait. On le fait pour plusieurs domaines technologiques, puis on le fait de plusieurs façons également. Ici, ce qu'on voit, ce sont les principaux programmes de financement et de maillage supportés par PROMPT. Au centre, le programme de subvention aux organismes et un programme qui est permanent et qui est là en tout temps, qui n'a pas de limite au fond, il n'y a pas de fond au fond. Également, un programme qui finance les chercheurs en collaboration avec les entreprises. On peut aller chercher jusqu'à 80% de financement public et c'est un programme qui est très populaire. D'ailleurs, aujourd'hui, on aurait été sur le point d'annoncer un volet vert, Innovert d'ailleurs, qui aurait dû être lancé ou qui sera lancé dans les prochains jours. Alors, je vous dirais en bon québécois, stay tuned, restez connectés, restez branchés avec nous parce que sous peu, on aimerait avoir la chance avec Innover de pouvoir présenter le lancement d'un nouveau volet de Innovert qui est un peu comme le PSO, 80% de financement directement aux chercheurs, mais avec un volet vert, un volet de réduction significative de gaz à effet de serre. Plusieurs autres programmes financés par PROMPT, des programmes qui, eux, financent directement les entreprises, des programmes qui touchent le 5G, des programmes qui touchent l'intelligence artificielle et plusieurs autres volets. Venez, connectez-vous, branchez-vous, suivez nos infolettes. Vous pourrez être au courant de tous ces programmes-là. Quels sont les avantages de faire de l'innovation, de la recherche collaborative? Bien, pour l'industrie, c'est particulièrement avoir accès à nos cerveaux. Le but de la recherche collaborative, c'est d'attirer, bien sûr, de garder les cerveaux. Et pour l'industrie, de faire de la recherche en collaboration avec l'académique, c'est vraiment d'avoir accès à ces cerveaux-là, mais aussi avoir accès aux laboratoires de fine pointe qui, généralement, ne seraient pas disponibles pour le secteur privé. Pour les chercheurs, les avantages, c'est bien sûr d'avoir du nouveau financement, des nouveaux mécanismes de financement. Et pour l'écosystème, c'est de favoriser la collaboration, un peu comme on fait aujourd'hui, partager des informations entre le secteur industriel et les chercheurs. À la page suivante, on peut voir les différents domaines technologiques qui sont proposés par les différents programmes de PROMPT. On voit ici en plein centre les villes et les transports intelligents, mais il y a plusieurs autres domaines technologiques qui sont associés aux villes et transports intelligents et couverts par les programmes de financement de PROMPT. Donc, on peut voir ici sur cette page qu'il y a énormément de domaines technologiques supportés par nos programmes. Sur la prochaine page, on peut voir aussi ce que PROMPT a réalisé au cours des dernières années. PROMPT a, par ses projets, par ses programmes de financement, financé des projets pour une valeur de 80 millions au cours des 9 dernières années. La partie de financement de PROMPT représentait près de 30 millions sur plus de 90 projets, puis ça implique, on parle de collaboration, ça implique 18 institutions et 115 entreprises. On voit qu'il y a plus d'entreprises que de projets, donc en effet, il y a de la collaboration qui se fait dans nos projets de financement. Sur la prochaine page ici, ce que j'ai voulu faire un peu plus spécifiquement sur les villes intelligentes, donc de fournir un peu, bien humblement, parce que les experts sont ceux qui suivent, l'intelligence sur les villes intelligentes. D'abord, en fouillant, j'ai trouvé cette recherche que je veux vous motiver à consulter, mais j'ai trouvé également qu'on avait une femme d'affaires reconnue, connue, expérimentée, québécoise, qui a pris une pause pour aller étudier, faire sa maîtrise en Smart City. Et c'est une compétence qui sera très, très profitable pour nos entreprises québécoises et nos villes québécoises. Et peut-être que Mireille est ici. Mireille Jean, je te salue. Et certainement, lors des prochains événements comme celui-ci, on aura la chance de vous avoir de retour chez nous. Et voilà, sur la recherche des villes intelligentes, il y a quelques points que je voulais mentionner. Donc, des avancées technologiques sont disponibles. Tous les domaines qui sont, en fait, le baromètre de l'INRS qui est présenté ici a 14 critères. Et dans les 14 critères, sur le tableau de gauche, on voit
les villes intelligentes, le baromètre de Montréal, et à droite, on voit Toronto. Tout ce qui est à retenir ici, c'est que Montréal est plus élevé que Toronto, mais c'est aussi sur le côté Montréal de voir la différence de perception entre les citoyens et les professionnels. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, les professionnels, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et bien, je vous donne le défi à ce que nos villes se rapprochent de leur perception et la réalité, la perception des citoyens et la réalité. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour cette intervention. Le programme d'aujourd'hui, nous aurons donc M. Vincent Dussault de la coop Carbone de la Fabrique des Mobilités qui interviendra sur les données ouvertes et les cas d'usage. Nous aurons Mme Viviane Gravel et une personne de la ville de Brossard et Roxane Morin de la ville de Brossard qui interviendront sur la plateforme de données BeCity avec l'exemple de la ville de Brossard. Et la ville laboratoire de la mobilité durable Transpolis, qui se situe en France, avec monsieur Stéphane Barbier. Mais avant toute chose, on va commencer par notre premier invité, qui est ni plus ni moins que monsieur Philippe Baudouin d'Element.ai sur la gouvernance des données. Philippe, vous détenez un PhD en informatique de l'Université de Montréal. Vous avez travaillé 5 ans chez Google, vous avez cofondé Element.ai en 2016. Puis vous avez vécu toutes les étapes de la croissance d'une entreprise de 4 à plus de 500 employés. Les questions de recherche appliquée, les questions de l'intelligence artificielle et des données n'ont pas de secret pour vous. Je suis heureux de vous avoir avec nous. Donc Philippe, écoutez, on va parler un petit peu ensemble de les données, où on en est, où est-ce qu'on va avec ça. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser là-dessus, c'est ces données, toutes les données que l'on donne toute la journée quand on se connecte sur tous les réseaux sociaux, quand on accepte les cookies et ces choses comme ça, où partent-elles? Oui, c'est une excellente question. Je vous dirais que dans le contexte actuel, ces données-là partent vers les fournisseurs de services eux-mêmes. Donc, en général, si on parle, par exemple, du fournisseur de services pour les cartes qu'on utilise pour se guider, ben ça pourrait être Google ou Apple qui nous fournissent les informations des cartes. Alors, toutes les données qu'on génère au moment où on se promène avec nos téléphones vont être envoyées chez ces fournisseurs de services-là. Et donc, la question de la ville intelligente, puisqu'on va rentrer vraiment dans notre sujet aujourd'hui, un des aspects inévitables de ces villes, c'est qu'elles se basent sur la collecte des données. Or, là, ce que je comprends par rapport à ce que vous dites, c'est qu'on est à une forme de conflit entre des fournisseurs privés et des acteurs publics qui, eux, veulent rendre avec une représentation démocratique, un pouvoir démocratique, c'est-à-dire élu. Et comment est-ce qu'on fait, en fait, pour récupérer ces données, voire travailler avec eux, là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Oui, donc, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que on pourrait souhaiter une espèce de découplage entre le fournisseur de services et la personne, disons, responsable de la gouvernance des données pour augmenter un certain nombre d'aspects, par exemple, pour offrir aux citoyens un plus grand contrôle, pour permettre d'améliorer l'accès à ces données-là. Aussi, parfois, le fournisseur de services va garder l'accès pour lui, mais on n'est pas en mesure de l'ouvrir à d'autres. Donc, c'est quelque chose qui pourrait favoriser l'innovation. Ça permettrait aussi de remédier à certaines des asymétries de pouvoir qui peuvent exister entre les entreprises, les gouvernements puis les citoyens. On le voit parfois, il y a des scandales qui éclatent puis on se dit comment ça se fait que le temps de pouvoir est concentré dans les mains d'un petit nombre d'entreprises. Et des autres aspects positifs là, qui sont tous liés naturellement là, à notre désir d'avoir peut-être une démocratie plus grande autour de l'exploitation des données, c'est la protection de la vie privée. Puis essentiellement, ce dont on parle ici, c'est de partager la valeur que ces données-là peut créer. Hein. Ça peut créer beaucoup de valeur à travers leur utilisation, que ce soit par l'intelligence artificielle, par l'analyse, de plein de façons différentes. Mais partager cette valeur-là entre les fournisseurs de services et les citoyens.
Donc, si je comprends bien, en fait, il y a une tension actuellement qui est très forte entre les fournisseurs privés et puis les pouvoirs publics sur en fait la collecte de ces données et sur l'exploitation parce que ça coûte assez cher. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui les utilisateurs en fait se trouvent exclus en plus des processus décisionnels concernant l'utilisation de ces données? Comment est-ce que les utilisateurs peuvent reprendre le pouvoir là-dessus? Oui, c'est un exemple qui illustre bien à quel point on est un peu exclu de ça. Là. Je sais pas, je suis sûr que vous vivez ça aussi, tout le monde le vit sur une base quotidienne, le fait qu'on soit obligé d'accepter les fameux terms and conditions là, de tous les services qu'on utilise. Puis quand on le fait généralement sans les lire, là, je pense qu'il y avait eu des études qui disaient que si on lisait tous les terms and conditions qui nous sont proposés ou qu'on accepte sur une base annuelle, il faudrait qu'on passe un mois à lire des documents légaux, là, quelque chose comme ça. Donc, clairement, il y a un défi là, pour permettre aux citoyens de se réapproprier un peu le contrôle sur ces données-là. Il y a des approches qui ont été proposées, qui s'éloignent un petit peu des mécanismes actuels. Et une des principales, qui est étudiée autant par des chercheurs universitaires que par des gouvernements qui en font l'essai, c'est ce qu'on appelle les fiducies de données. Donc, qui est un mécanisme qui fait intervenir une tierce partie. Donc, classiquement, il y a le générateur de données, l'utilisateur de l'application. Ça, c'est la première partie. Puis, il y a le fournisseur de services. Mais dans une fiducie de données, on fait intervenir une tierce partie qu'on appelle le fiduciaire. Et le fiduciaire, son rôle, en fait, c'est de mutualiser tous les créateurs de données, tous les utilisateurs qui créent ces données-là. On les mutualise ensemble pour pouvoir disons, appliquer une charte, la charte de la fiducie de données, qui représente les objectifs de ces utilisateurs-là. Donc, en étant mutualisé, ça leur donne un pouvoir beaucoup plus grand sur l'utilisation équitable, juste, respectueuse des données qui sont dans la fiducie. Mais alors, si je comprends bien, en fait, si j'arrive un petit peu à mettre une image, on a une rivière de données qui coule. Et on place au milieu un barrage qui est la fiducie, qui permet en fait de contrôler le flux de données, la qualité de données qu'on va donner et à qui. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Puis on peut s'imaginer que cette rivière-là, en fait, c'est essentiellement une accumulation de petits ruisseaux qui coulent. Hein. Chacun des petits ruisseaux, c'est nous qui contribuons un peu de données. À la fin, il y a la rivière, mais si on met le barrage sur la rivière, plutôt que d'avoir que tous ces ruisseaux-là aient directement chez le fournisseur de services, on a effectivement un contrôle beaucoup plus grand, un pouvoir de négociation beaucoup plus grand sur l'utilisation des données. En général, par exemple, le fournisseur de services, ça se soucie pas de savoir s'il y a 500 ruisseaux ou 480 ruisseaux qui coulent vers son flot de données. Donc, comme utilisateur individuel, on peut toujours dire à un GAFA, par exemple, bon, ben moi, je retire mes données de ton service, j'utiliserai plus l'application Maps, par exemple. Mais si on fait quelque chose comme ça, ça affecte pas vraiment le fournisseur de service. Mais si on est des millions à le faire d'un coup, mais soudainement, le service perd toute sa valeur, étant donné que cette valeur-là était essentiellement concentrée dans les données. Est-ce que ces fiducies-là ont des limites aussi sur l'analyse des données, la problématique à qui appartient ces données-là? Par exemple, je sais que quand on a eu notre discussion, tu m'as donné l'exemple des caméras de surveillance, là. Oui. Il y a effectivement plusieurs limites. Hein. Ce sont des mécanismes qui sont à l'étude. Je pense qu'on peut assez bien démontrer la faisabilité technologique d'approches comme les fiducies de données. Ça coûte nécessairement plus cher à mettre en place. Ça prend des outils d'audit qui sont pas là. Mais ce sont, à mon avis, des investissements qui vont être essentiels à faire dans le contexte de ville intelligente, étant donné l'importance que ces différents aspects-là revêtent pour le citoyen et pour la démocratie dans la cité. Donc, il y a des défis technologiques qui vont coûter cher. Ça va prendre des investissements pour réussir à s'y attaquer. Puis, dans le contexte des villes intelligentes, il y a le défi supplémentaire, je dirais, du fait que les données ne sont pas toujours attribuables à des individus. Sur un téléphone, c'est évident qui est-ce qui génère la donnée. C'est l'utilisateur, le propriétaire du téléphone qui génère la donnée. Mais dans une ville intelligente avec des caméras de surveillance, quand il y a, je sais pas, une cinquantaine de personnes qui sont captées en même temps par une image de la caméra de surveillance, qui est-ce
qui est propriétaire de cette donnée-là à la base ou qui est-ce qui devrait avoir le contrôle sur cette donnée-là? C'est pas évident, c'est les 50 personnes en même temps. Donc, on va être obligé de mettre en place dans des situations comme ça des fiducies de données qui, en fait, qui saisissent les intérêts de tous les citoyens en même temps. Donc, il va y avoir des compromis à faire. Tandis que quand on génère des données nous-mêmes, on peut essentiellement s'imaginer une situation dans laquelle on s'inscrirait à une fiducie de données dont la charte représente nos valeurs. Parfait. Écoute, merci beaucoup Philippe pour cette intervention parce que ça a été, je pense, une introduction excellente à notre sujet d'aujourd'hui. Encore merci à toi. Tu restes parmi nous pour répondre certainement aux questions qui arriveront. Notre deuxième panéliste aujourd'hui, oui. Oui, juste une petite, en terminant, je vous invite à consulter, on a Elementai, on a publié un livre blanc qui fait l'analyse de toutes les expériences qu'il y a autour des fiducies de données. On a fait ça conjointement avec une fondation au Royaume-Uni qui s'appelle Nesta et beaucoup de chercheurs internationaux. Donc, si vous vous intéressez à la question, c'est probablement un des meilleurs endroits où commencer. Merci beaucoup pour ce conseil, effectivement. Donc, notre deuxième panéliste est Vincent Dussault, qui est responsable développement des initiatives en mobilité de la coop Carbone, partenaire de la Fabrique des mobilités au Québec. C'est un expert en analyse de données de technologies numériques. Il va nous présenter la fabrique des données, la question des usages aussi, dans le cadre de la ville intelligente. Vincent, je te laisse la parole. Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous, de pouvoir vous parler justement du projet qu'on a dans le cadre du défi des villes intelligentes de la Ville de Montréal. C'est un projet qui est très axé justement sur une vision de la ville durable, beaucoup sur la mobilité durable également. Il y a l'ARTM qui est un projet de mobilité intégrée et il y a un volet aussi qui est mobilité de quartier porté par un organisme citoyen qui s'appelle Solon. Donc, le citoyen est vraiment au cœur de la proposition. Du côté de la Fabrique des mobilités, ce qu'on a proposé, on est en fait coporteur avec Jalon Montréal du pôle des données en mobilité. Donc, comme Frédéric l'a mentionné, sur la Fabrique des mobilités, rapidement, c'est des partenaires de Coop Carbone, Fabrique Agile, WeShare et on peut passer à l'autre étape. Savoir-faire Linux qui ont cofondé cette organisation-là dans le cadre des centres d'excellence numérique lancés par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a pu participer à l'élaboration de la candidature de la Ville de Montréal. Notre but à la Fabrique des mobilités, c'est de travailler avec les communautés d'intérêt justement pour identifier des communs technologiques qui peuvent être mis en valeur pour accélérer le déploiement de la mobilité durable. Donc, ça peut être des logiciels open source, des standards de données et ou d'autres API ouverts là, qui peuvent être mis à profit à l'international. Puis d'ailleurs, justement, un des exemples qu'on aime bien montrer, il y en a plusieurs actuellement, il y a vraiment une ébullition entre les villes qui développent des projets qui peuvent facilement, grâce justement à des approches ouvertes, partager ces expériences-là et bouger rapidement et avancer de manière agile. Puis ça, en mobilité, c'est quelque chose, un concept qui n'était pas encore très présent et on le voit de plus en plus dans les dernières années. Un exemple qu'on aime bien montrer, c'est le registre du taxi qui a été utilisé, fondé par le Bureau du taxi de Montréal, mais à partir d'un code développé en France par le projet Le Point Taxi. Il y a eu une implantation là, dans les dernières années, ça fait plus d'1 an maintenant que c'est implanté à peu près à 100% des taxis de Montréal. Et là, maintenant, grâce à cette expérience-là, il y a eu des discussions dans les derniers mois avec la France qui, elle, justement, avec une nouvelle loi, veut partager ce registre-là à la grandeur du pays. Donc, ils veulent se baser sur l'expérience montréalaise. Donc, il y a vraiment des beaux échanges d'expériences actuellement sur des projets open source comme ça. Puis, sur cette base-là, c'est un peu comme ça qu'on a proposé des projets de valorisation de données sur la prochaine CETAT dans le cadre du défi des villes intelligentes. En fait, ces 4 projets principaux qu'on a proposés, c'est justement de travailler avec le registre du taxi, comme je viens de mentionner. On a aussi un projet similaire en France qui est de registre de preuve de covoiturage qui est encore là open source. Donc, on est en train de le tester ici puis voir avec les partenaires comment on peut l'implanter. On accompagne aussi, comme je mentionnais, Solon sur le volet mobilité de quartier pour justement trouver des données qui aident à mesurer les mobilités dans notre quartier vers les services de proximité qui finalement,
on vise dans ce cas-là l'immobilité, donc mesurer un peu l'immobilité, diminuer les besoins de déplacement. Et dans ce cas-là aussi, il y a tout l'aspect du stationnement sur rue, donc le croisement des données qui permettent de mieux analyser l'espace public, qui est souvent un enjeu important quand on parle de déplacement, mobilité active et transport collectif. Donc, je vais vous montrer rapidement certaines visualisations qui ont été faites à l'international sur ces sujets-là. Donc, si on regarde sur le taxi à New York, justement, il y a un beau croisement de données qui a été fait en regardant la vitesse sur Manhattan et croisant ça avec les incidents. Donc, on peut, avec la carte finale, avoir une vision rapidement des endroits où il y a des enjeux de vitesse et qui engendrent des accidents. C'est quelque chose que la Ville de Montréal regarde actuellement parce qu'on a aussi des données de collision. Puis le registre, on est en train d'accéder justement au registre pour pouvoir faire ces analyses-là. Ensuite, sur l'aspect, on parlait du registre de covoiturage. On n'a pas beaucoup de temps pour expliquer le projet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment un travail avec la communauté des opérateurs de covoiturage en France qui était très fragmenté. Et à Paris, il y a eu des projets pilotes qui ont été faits, qui ont pu amener à élaborer ce projet-là de registre de covoiturage. Et là, en plus d'aider à mutualiser les offres, d'avoir des programmes d'incitatifs pour les employeurs, pour les sociétés de transport, ça génère de la donnée. Puis il y a eu depuis quelques semaines des données de partagées. Puis on peut voir pour la ville de Rennes, déjà, là, ça donne une bonne idée. Sur le croisement des données, sur ce qu'on appelle le curb space, en français, la voie de rive, il y a un outil open source qu'on avait identifié aux États-Unis qui est conçu par Shared Street, donc on a commencé à creuser ce sujet-là. Et ça, c'est pour Montréal, là, c'est un peu petit, mais si vous regardez, c'est Rosemont. Donc, déjà, on peut commencer à utiliser des outils là, pour générer des visualisations. Et finalement, je voulais vous montrer peut-être à la prochaine acétate. C'est ça, avec la visualisation, une fois qu'on va avoir des données plus précises pour Montréal, on pourrait faire ce qui a été fait à Washington, D.C., où ils ont analysé l'utilisation par les taxis des espaces de stationnement, là, des débarcadères, pour identifier où il en manque, où il faut peut-être retirer certaines places de stationnement. Puis dans le contexte actuel, on sait à Montréal avec le COVID, c'est peut-être des analyses qui pourraient être très pertinentes. Justement, en parlant de COVID, on voulait vous montrer à quel point quand on est agile avec des données aussi de plus en plus ouvertes, faciles à mettre en valeur, comment on peut se retourner rapidement. Nous, de notre côté, à la Fabrique Agile, on a collaboré avec un projet là, qui est la livraison arc-en-ciel et il y avait un enjeu pour identifier les commerces facilement. Donc, on a pu créer facilement une carte. Ça a tout mis en valeur aussi les enjeux au lieu en lien avec la gouvernance des données et la standardisation des informations là, des commerces. Donc, on a pu faire ça assez rapidement. Ensuite, à l'international, encore par l'équipe de Shared Street, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui s'est fait très rapidement où, à New York, ils ont été capables, à partir des données, de créer une carte avec les largeurs des trottoirs pour identifier les zones où c'était problématique. Et rapidement, j'ai mis les dates 24 avril, 27 avril, 28 avril. Toronto, Washington, Oakland a pu offrir une carte basée sur les mêmes scripts, les mêmes outils de visualisation qui avaient été mis en partage sur GitHub, finalement, qui est une plateforme très utilisée pour l'open source. Et finalement, je reviens sur le registre du covoiturage où, en France, grâce aux données, justement, il y avait eu une forte croissance du covoiturage avec les grèves qu'il y avait eu dans la dernière année, mais là, on le voit bien avec la crise, à quel point le covoiturage est retombé à zéro. Puis là, on voit que ça commence un peu avec le déconfinement à repartir. Donc, c'est vraiment, on voit à quel point les données pour la ville intelligente peuvent être intéressantes là, pour mieux comprendre la mobilité et implanter la mobilité durable. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que c'est des projets qui vont vous motiver à avancer de ce côté-là. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. Effectivement, on voit toute la question des données, on voit la question aussi du développement durable, de la mobilité qui apparaît et comment est-ce que les villes peuvent travailler autour de ces différents projets, comment est-ce qu'on arrive à fédérer aussi des écosystèmes importants. On parle des villes intelligentes. Je vais tout de suite laisser la parole donc, à deux personnes. La première, c'est Madame Viviane Gravel, qui est CEO de BeCity, et Madame Roxane Morin de la ville de Brossard. Madame Gravel, vous êtes reconnue pour concevoir des innovations mobiles, numériques, en intelligence artificielle, qui génèrent des impacts positifs, tout en améliorant le rendement des organisations et la vie des gens. Et les villes, normalement, sont là
pour améliorer et pour aider la vie des gens. Voilà. Et vous avez cumulé des années d'expérience dans des postes de direction et vous avez créé plusieurs plateformes, plusieurs entreprises, dont la plus récente, BeCity, qui est une plateforme intelligente intégrée qui tire profit de l'intelligence artificielle pour connecter efficacement les villes à leurs citoyens et tout en connectant aussi les villes entre elles. Et vous allez être rejoint dans votre présentation par Madame Roxane Morin, qui s'est jointe à l'équipe de Service Brossard au lancement du projet en février 2014. Et depuis 2016, Madame Morin, vous occupez le poste de chef de service au sein de la direction de l'intelligence opérationnelle et d'innovation. Vous êtes aussi diplômé en management de l'Université Laval. Vous vous intéressez à la gestion de projets, au changement organisationnel, ainsi que leurs impacts dans leurs organisations. Je vous laisse la parole concernant la plateforme BeCity et la question et l'exemple de la ville de Brossard. Donc, oui, bonjour. Peut-être la prochaine slide. En fait, moi, j'ai une maîtrise en droit sur la gestion éthique de la donnée par les moyens informatiques, formation en psychologie cognitive également, universitaire. Donc, ce qu'on a fait, j'ai lancé plusieurs entreprises. J'ai lancé 4 entreprises en innovation numérique, dont les cartes d'embarquement pour Air Canada, le paiement du parcomètre à Montréal. Et essentiellement, là, BeCity prend tout mon temps en ce moment. Les entrepreneurs, on est un peu boulimiques, là, mais je concentre tout mon temps maintenant à BeCity. Essentiellement, on a lancé il y a 4 ans, en fait, notre 4e anniversaire. On a lancé une plateforme. L'objectif, c'était de lancer une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les villes à prendre des meilleures décisions et entrer dans l'ère de la recommandation auprès des citoyens. Donc, ce qu'on a vu après 4 ans, on a lancé avec des villes fondatrices. Notre modèle, on a lancé d'ailleurs avec la ville de Brossard, l'ETS, une plateforme qui était novatrice. Et aujourd'hui, avec des villes fondatrices qui se sont jointes après pour s'assurer qu'on lançait une innovation qui répondait aux besoins des villes et des citoyens. Donc, ce qu'on voit après 4 ans, c'est une économie pour les villes de 11 $ par citoyen. On voit également qu'on a augmenté les revenus parce que l'accès aux services numériques, elle est plus facile. Donc, on voit que l'année passée, on a augmenté 40 % les revenus pour une ville. Et aujourd'hui, on lance, à la fin du mois, on lance le module économie écolocale, donc qui permet de joindre, de permettre aux villes de jouer un rôle de fédérateur et de lancer, de pouvoir générer de favoriser le développement économique pour les commerces sur son territoire. La prochaine slide, ce qu'on voit, c'est, OK, on a déjà lancé, on est en cours avec le COVID, il y a une accélération de la numérisation, de la transformation numérique des villes. On est en cours de déploiement de 100, on va avoir plus de 100 villes d'ici la fin de l'été qui vont être déployées sur la plateforme. On vient d'être sélectionné par un très gros joueur canadien, Telco, là, qui va commencer à déployer notre plateforme partout au Canada. On a lancé au cours des 4 dernières villes en mode multiservice, multiville, à travers une seule application, plus de 15 services. Et si on regarde une ville comme Brossard, on a plus de 80 % des citoyens enregistrés. Donc, je vais laisser Roxane parler un petit peu ici. Merci, Viviane. Donc, je vais faire un petit topo là, concret de ce que l'association avec BeCity a donné pour la ville de Brossard. Donc, comme Viviane disait, en 2016, nous, on a fait un premier pas pour se connecter autrement à nos citoyens. La réalité des villes, Brossard est une ville de moyenne envergure, près de 90 000 habitants. Pour communiquer, c'est un défi pour avoir rejoint tout le monde. Et également, au sein de la ville même, on n'est pas très, très moderne toujours. Là. On travaillait beaucoup en silo. Donc, chaque département a sa façon de faire, ses propres logiciels et tout ça. Donc, au départ, ce qu'on a fait, on a demandé à BeCity de dématérialiser la carte bibliothèque et la carte loisir. Ce qui nous a permis de réduire des goulots d'étranglement. Quand on était, par exemple, en période d'inscription, on avait 300, 400 personnes qui devaient faire un renouvellement en présence à l'hôtel de ville. Donc ça, avec 4-5 heures d'attente parfois là, dans le pire des scénarios quand on parlait des camps de jour. Donc, le fait de dématérialiser la carte, on a augmenté en satisfaction, en efficience, on a sauvé des coûts, des ressources. Donc, ça a été un premier pas qui a été absolument apprécié de la population et de notre organisation. Donc, par la suite, on a décidé de franchir le pas pour
de nouveaux modules avec BCT. Donc, on a des avis, des notifications, l'application BCT, qui est une application web et mobile, et donc le couteau suisse pour la ville de Brossard pour rejoindre ses citoyens pour une multitude de services. Donc, en ce moment, on a 9 modules, 3 connecteurs vers des systèmes externes. Puis ça, ben, c'est un premier pas vers une base de données unique pour la ville de Brossard. Donc, on s'en va vers une numérisation des données, puis ça nous permet de travailler plus intelligemment et de mieux rejoindre nos citoyens. Voilà. Pour la prochaine slide, donc si on voit rapidement là, si la problématique pour créer une ville intelligente, on voit là, comme on le disait à l'introduction, on parle du concept de ville intelligente depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Pour devenir une ville intelligente, il faut vraiment passer d'un environnement fragmenté à un environnement intégré. C'est la façon où on va pouvoir améliorer la vie des gens dans le futur, dans les villes du futur. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de changements climatiques, plus de pandémies, il y a une surpopulation des villes, plus de pluralisme aussi dans les villes. Et les villes n'ont pas nécessairement plus de budget. En même temps, il y a une problématique au niveau des systèmes. Donc, la vision en créant BCT, c'était de dire on va créer une ville intelligente, donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour aider les villes à prendre des meilleures décisions. Mais pour y arriver, il faut accéder à la donnée qui est fragmentée aujourd'hui dans les systèmes. Donc, la solution à la prochaine slide, ce qu'on fait depuis 4 ans, puisqu'on a présenté comme vision il y a 4 ans, c'est de dire, pour y arriver, on va créer un système nerveux central, donc qui intègre l'identité unique du citoyen et l'authentification des citoyens. Donc, avec la carte numérique, on a accès à l'identité, on peut faire l'authentification. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller avec un module d'open source, de connecteur open source, on va pouvoir se connecter aux différents systèmes de la ville, que ce soit son système de bibliothèque, son système de loisirs, mais c'est conçu également pour lier des systèmes externes. Le transport en commun, par exemple, la carte citoyenne pourrait, dans un futur, être utilisée pour l'accès aux autobus. Pour aujourd'hui, ce que les villes nous demandent également pour accéder à un terrain de tennis, réserver mon terrain de tennis, ouvrir la porte de manière automatisée, aller au parc à chiens. Et je peux également connecter des systèmes IoT. Donc, récemment, avec une très grande ville, on a lancé toute la gestion de la qualité de l'air. Donc, en intégrant les systèmes de captation de la qualité de l'air, on peut faire du recoupement d'informations, puis prédire un peu les pics de pollution dans l'année. Donc, ce qu'on donne ici, c'est également le tableau de bord qui permet à la ville d'avoir ces données-là en temps réel. Et ça permet, en connectant les systèmes, d'accéder de manière éthique à la donnée. On travaille là-dessus avec plusieurs universités, dont Sébastien Gabs de l'UQAM et Raphaël Khoury de l'UQAC, sur l'intégration de la blockchain pour sécuriser la donnée. Donc, au bout de la ligne, l'objectif, c'est d'être l'entité de confiance du citoyen et de la ville pour gérer de manière éthique l'accès à l'ensemble de ces données pour rentrer dans l'ère de la recommandation et offrir à travers une seule application multiville, multiservice, l'ensemble des services de la vie urbaine, de la ville et de sa vie urbaine à un citoyen. Donc, la prochaine slide. OK, donc si on regarde, on a calculé en 4 ans, l'étude a été faite par 4 MBA du HSC et validée par Gartner, qui ont dit qu'il y avait rarement vu un ROI aussi crédible. Donc, ce qu'on a fait avec nos villes, on sait qu'on sauve 8 $ par carte numérique, 1 $ par requête, qui est le 3 à 1, où les gens peuvent signaler un nid de poule, peuvent signaler un problème avec la ville. Les alertes de notification qui ont été extrêmement utilisées, alerte chaleur, alerte de verglas, alerte d'inondation, puis avec le COVID, point de presse qui a été mis en place. Consultation numérique, une grande partie de nos villes l'utilisent 2 fois par mois, donc pour prendre des meilleures décisions, vont consulter plus fréquemment leurs citoyens. Et on sait par une étude sur le terrain que les citoyens, même si on parle de blockchain, de chatbot, ce qu'ils veulent avoir rapidement, c'est l'état de service ou l'accès à quand vont être les poubelles ou le compost. Et ce qu'on donne maintenant cette année, c'est le tableau de bord qui peut donner une information en temps réel. Mais l'ensemble de ces services de base-là qui permettent d'entrer rapidement dans une ville pour permettre aux villes de communiquer en temps réel avec ses citoyens, c'est 11 $ par citoyen d'épargne, de coûts sauvés pour la ville.
Donc, donc après, si je regarde après, plus le fait que c'est plus facile de s'inscrire au loisir, s'inscrire à la carte, on augmente de 40 % les revenus pour une ville. Ici, on lance le développement écolocal. On le voit avec le COVID. On devait le lancer en septembre, mais il y a eu une accélération. Donc, on le lance à la fin juin. Donc, avec plusieurs villes, ça va permettre de localiser, mais aussi de mettre en relation les citoyens avec leur commerce local. Donc, on sait avec l'Association des commerçants du Québec qu'il y a eu une étude qui a été faite avec 1325 détaillants. Et sur un sondage qui a été fait après 3 semestres, on sait que les ventes ont augmenté. Il y a eu une augmentation de revenus en ligne de 27 millions et une augmentation des ventes en boutique de 39 millions et qu'à terme, les projections du CQCD vont amener pour ces commerçants-là, les 1300, une augmentation, les ventes récurrentes vont représenter 100 millions. Donc ça, c'est très important parce que là, les journaux sont en train de mourir parce que 90 % des revenus de publicité s'en vont vers les GAFA. Et si on regarde aussi que, puis ça a été accentué par le COVID, mais on sait que le commerce électronique, ça s'en va vers les grandes chaînes. Donc, ce qui est important aussi pour la ville, c'est d'avoir un tableau de bord qui lui permet d'avoir un accès à la donnée. Et encore une fois, la donnée doit être anonymisée, doit respecter des règles d'éthique qu'on a mis en place, mais ça donne suffisamment de données aujourd'hui, après 4 ans, pour commencer à aider les villes à prendre déjà des meilleures décisions, également au niveau du développement économique. Je pense que... Merci beaucoup, Viviane. Merci, c'est très passionnant. C'est fascinant, vraiment, la manière dont on peut commencer à faire travailler à la fois de rejoindre les citoyens, comment les villes entre elles aussi peuvent s'inspirer grâce à ce type d'outils. On commence à avoir des questions qui viennent. Je vous rappelle que pour poser vos questions, on vous demande d'aller sur le site menti.com, menti.com. Et vous mettez le code 68811, 68811 pour nous donner vos questions qui ensuite on va les poser dans la période qui va être limitée bien entendu, mais qui nous est consacrée. Notre dernière panéliste et notre dernière invitée, et je suis très heureux de l'avoir, déjà parce que le projet qu'il représente est un projet absolument unique, qui est le projet Transpolis en Europe, qu'il va nous présenter, qui est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour la ville intelligente et notamment en mobilité, mais aussi en connectivité. C'est Stéphane Barbier. J'allais dire aussi qu'on traverse l'Atlantique, on va en France, et puis vous avez compris à mon accent que je suis d'origine française, mais en plus, on va à Lyon, qui est ma ville d'origine, donc c'est en plus avec beaucoup d'émotion que j'accueille Stéphane Barbier. Stéphane, vous êtes diplômé en management, vous avez travaillé aussi pour l'ADERLI, qui est l'agence de développement économique de Lyon, pour le World Trade Center de Lyon. Vous êtes fortement impliqué dans les échanges internationaux. Vous avez conduit de nombreuses opérations stratégiques. Depuis 7 ans, directeur du développement de Transpolis, qui est une unique ville laboratoire, comme je viens de dire, en Europe, dédiée au sujet de la mobilité, notamment urbaine. Et vous êtes aussi en charge du marketing, de la communication. On va commencer par une courte vidéo et ensuite, Stéphane, je te laisse la parole. Merci. Un carrefour classique avec ses voitures, ses camions, ses feux rouges, ses piétons. En fait, non, c'est un mannequin. Vous êtes ici dans une ville virtuelle. Transpolis est un laboratoire urbain, conçu pour simuler tout ce qui peut arriver dans la vraie vie. On y teste les technologies de demain, par exemple cette navette autonome. C'est une navette qui a besoin de s'entraîner, puisque plus elle va rouler et plus elle va devenir intelligente et plus elle va donc être autonome. Nos clients ont besoin de reproduire des situations critiques de la vie naturelle, donc nous devons en amont travailler avec eux, réfléchir à la façon dont le scénario va se dérouler, combien de véhicules, combien de piétons, combien de feux, combien d'intersections. Le plus innovant, c'est ce qu'on ne voit pas. 320 km de fibre optique sous le bitume, des centaines de capteurs au sol, sur les toits, dans les équipements. Même l'orientation des rues a été calculée pour tester les limites des caméras embarquées.
Nous avons créé des rues qui sont dans le sens du coucher de soleil et du lever de soleil, de manière à éblouir ces caméras. Transpolis teste aussi les futurs équipements urbains comme ces feux connectés qui régulent la vitesse des poids lourds pour leur éviter des freinages trop brusques, ou encore ces lampadaires qui n'éclairent la chaussée que au passage d'un véhicule pour limiter la pollution lumineuse. Avec l'arrivée prochaine de la 5G, les objets seront de plus en plus connectés. Bientôt, le feu rouge, l'abribus et la navette converseront. De quoi parleront-ils? Peut-être de ces drôles de bipèdes qu'on appelle les humains. Stéphane, c'est à toi. Ok, donc je crois qu'on avait évoqué le fait de parler de la jeunesse de Transpolis qui est assez singulière puisque c'est le fruit d'un partenariat public-privé. Et donc c'est une idée originale qui est née dans le pôle de compétitivité CARA à Lyon autour des transports et de la mobilité urbaine. Et cette idée, elle date de 2008, donc c'est assez visionnaire. Et l'idée était de créer un nouvel écosystème et un nouveau lieu pour imaginer et expérimenter des solutions de mobilité urbaine. Et tout ça se fait en favorisant l'innovation avec une approche systémique et un travail aux interfaces des différentes parties prenantes de la ville, entre guillemets, intelligente, c'est-à-dire l'industrie, les services, la recherche, les collectivités et jusqu'aux citoyens autant que faire se peut. Donc en 2011, il y a eu la création d'une société privée avec un cofinancement public, État, région, collectivités locales, territoriales, donc jusqu'à la métropole de Lyon, et donc des actionnaires et des partenaires représentatifs de cette approche systémique que je mentionnais, dont Lifestar, centre de recherche, Groupama pour le monde des assurances, Vika et Colas, le monde de la route et des équipements de la route, Bouygues Télécom ou Ericsson sur la partie connectivité, Renault Trucks pour les véhicules et bien d'autres, puisqu'il y en a 22 qui ont accepté de monter à bord de notre consortium. Et puis en 2018, on a ouvert ce lieu unique en Europe sur 80 hectares. Donc, Transpolis, à quoi ça sert? On a plusieurs infrastructures. Une partie. C'est la question que j'allais te poser. Ah, vas-y, je t'en prie. On va le refaire. À quoi sert Transpolis, Stéphane, s'il te plaît, mais pour quel utilisateur et quel client aussi? Alors, Transpolis, donc, il y a plusieurs infrastructures sur le lieu physique, une autoroute, une route de campagne. Ce qui fait sa singularité, c'est surtout une ville factice de 30 hectares qui est totalement connectée et modulaire, puisqu'on est un petit peu comme un studio de cinéma et on peut reproduire à façon des situations de la vie naturelle pour que nos clients puissent mettre en condition leurs solutions. Alors, nos clients sont avant tout des industriels, mais également le monde de la recherche, dans le domaine de la ville intelligente avec des solutions d'éclairage, de connectivité, de revêtement routier, de feux de signalisation, mais 90% c'est autour du véhicule autonome connecté. Voilà, sachant que le monde de la recherche va se focuser un petit peu plus sur la partie cognitive, facteur humain et donc l'acceptabilité des solutions. Donc on offre je dirais des services de simulation, le virtuel, mais également le physique, où on vient donc reproduire des scénarios critiques. Nos clients, autant dans le monde des infrastructures que des transports, c'est des gens comme Keolis, que vous connaissez, Bolloré, Renault Trucks, BMW, Volvo et jusqu'au centre de recherche Lifestar ou Colas. Voilà. Et je tiens à préciser, on a également un partenariat transatlantique avec PMG qui est ici, qui est chez vous au Québec, pour accompagner nos clients sur les deux continents. Et alors, comment Transpolis, jusqu'à ce jour, depuis son ouverture, elle peut avoir un impact sur ce qui se profile en matière d'innovation pour les villes intelligentes? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Transpolis, il y a le lieu physique qui permet d'expérimenter, de valider, de mettre au point et d'alimenter la réflexion des villes et des gouvernements sur l'adoption et la viabilité de nouvelles solutions. Mais c'est aussi un lieu de réflexion. On a un conseil scientifique qui a avant tout un rôle prospectif et où l'ensemble des acteurs, et cette approche système prend tout son sens, réfléchissent aux problématiques futures de la mobilité urbaine et vont essayer d'imaginer ensemble ces solutions et voir quel sera donc l'impact sur les villes et comment les villes vont peut-être devoir réaménager leur espace urbain. Et
Alors, j'ai une question parce que ton pronostic concernant les véhicules automatisés et connectés, est-ce qu'on va les voir un jour dans l'espace public? On en voit déjà quand même, mais comment est-ce que ça va évoluer, ça? Alors, ce n'est que mon opinion, avec le retour d'expérience de nos clients et puis de ce qu'on voit effectivement arriver de plus en plus. Je pense que, alors, il faut distinguer les espaces urbains complexes dans nos villes européennes, type Paris, Londres, Rome, où là, je dirais, on a un problème de mixité de trafic, dans des véhicules automatisés, non automatisés, des piétons, des pistes cyclables à contresens, et puis des gens qui ne respectent pas vraiment tout cela. Et donc là, on va plutôt avoir des véhicules totalement automatisés pour le transport public, collectif, mais également la logistique urbaine sur des voies réservées ou peut-être en partie la nuit pour ce qui est de la logistique urbaine, mais en aucun cas du véhicule passager tel que le tien ou le mien, parce que ce sera impossible à gérer. En revanche, dans d'autres types d'environnements, je pense que l'environnement des grandes villes nord-américaines, c'est peut-être plus adapté effectivement à ce que des véhicules totalement automatisés puissent circuler parce qu'il y a plus de visibilité, même si aujourd'hui il y a encore des efforts à faire sur le plan de la technologie des systèmes embarqués, mais c'est peut-être des environnements qui seront plus appropriés. Et puis il y a les autoroutes où là on peut avoir des convois de véhicules totalement automatisés, que ce soit des véhicules légers ou des camions qui vont traverser des pays entiers et ça c'est tout à fait faisable. J'imagine que la 5G va aussi être un game changer là-dessus. Alors la 5G, elle devrait permettre donc une meilleure connectivité, un temps de latence réduit, donc une meilleure information plus rapide et donc des véhicules qui vont pouvoir repérer plus vite des problématiques, des obstacles, des piétons et donc être avertis très vite pour pouvoir prendre des décisions et donc freiner au bon moment. Ce qui n'est pas forcément le cas encore aujourd'hui. Les technologies ne sont pas parfaitement au point et la connectivité non plus. Parfait. Je vois déjà, il y a des questions aussi pour Transpolis. On va passer à la phase de questions. Merci beaucoup Stéphane. Merci d'être là. Je sais qu'on a des personnes qui sont du Québec, du Canada, mais aussi d'Allemagne, de France qui sont connectées. Je vais laisser la parole à Ginny Plourde, qui est notre responsable de programme aussi chez Prompt, pour animer cette période de questions. Bon matin tout le monde. C'est quelque chose, hein? Plein de conférenciers sur des sujets tous reliés à la ville intelligente aujourd'hui. C'est fascinant, n'est-ce pas? Hey, vraiment incroyable, Luc. Puis, j'ai vraiment des questions très intéressantes. On regarde sur l'application Menti. Tu en as 9 sur la page. Alors, vas-y peut-être par la première. Ben oui, ben celle-là est fascinante parce qu'on voit ça d'un angle très technologique, hein, la ville intelligente, tous les systèmes informatiques, les systèmes télécoms, les senseurs, le 5G. Est-ce qu'on ne réduit pas un peu justement la conception de la ville intelligente en regardant ça juste du côté technologique? Et puis, est-ce que l'humain, l'expérience humaine dans tout ça, là, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'aurais le goût de demander à Roxane qu'est-ce qu'elle en pense. Là. On a des systèmes fascinants. Puis en quoi ça crée des expériences humaines plus fortes, Roxane, et des villes plus intelligentes pour les citoyens? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Parfait. Donc, c'est certain que c'est une bonne question, sauf que l'humain va toujours avoir sa place. Puis, le contact d'un citoyen avec sa ville est particulier. On parle beaucoup de gouvernement de proximité. Donc, oui, la technologie, puis l'intelligence nous permet de se rapprocher plus facilement parce que le monde évolue, bien entendu, puis venir cogner à la porte de sa mairie, ça perd un peu son sens. Mais si vous voyez la qualité des interactions qu'on a avec nos citoyens, puis de plus en plus, lorsqu'on met la technologie à notre service, bien, on augmente la satisfaction, puis on valorise les interactions. On n'est plus ouvert sur des heures de bureau, c'est pratiquement 24/7. Donc, je crois que l'humain est là pour rester définitivement, mais que la technologie nous aide à tous à être plus satisfaits globalement.
Et Vincent, écoute, toi et la Fabrique des mobilités, vous êtes très préoccupés justement par l'implication citoyenne, l'intérêt que les technologies soient ouvertes et au service de la personne. Comment vous voyez ça, vous, l'expérience humaine, l'expérience des gens au travers le déploiement des données? Qu'est-ce que ça change? C'est clair aussi que c'était dans l'ADN même de la candidature de la Ville de Montréal, puis c'est possiblement quelque chose qui a aidé aussi à la Ville de Montréal de remporter. Il y a, comme je disais, il y a un volet vraiment qui est axé vers le citoyen, la mobilité de quartier avec un organisme citoyen. Et nous, justement, la donnée, d'un, effectivement, il y a la question de puis c'est intéressant aussi, on a parlé sur la gouvernance de la donnée, parce que actuellement, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a beaucoup de données qui existent, mais qui ne sont pas nécessairement accessibles. On ne veut pas nécessairement les rendre ouvertes complètement, mais les rendre accessibles au plus d'organisations possibles. Donc, c'est un peu ça aussi quand on parle de démocratisation des données. Toute la question qu'il y a eu sur les fiducies, tout, c'est des sujets effectivement qui sont au cœur de nos préoccupations pour que finalement, ça donne des infos aux citoyens. C'est tellement pertinent comme question. On pourrait faire un webinaire juste là-dessus, la nouvelle expérience humaine, surtout au sortir d'un temps de confinement où là, on espère que la technologie va nous aider à rester connectés et avoir des expériences humaines malgré la distance. J'ai vu d'autres questions, Jenny. Oui, la question 2, je peux l'afficher à l'écran peut-être? Il y en a beaucoup, là. Inquiétez-vous pas, on les prend tous en note et on va tous y répondre du mieux qu'on peut. Oui, celle-là ressemble un peu à la première. Hein? On veut créer des villes intelligentes, pas pour les voitures, mais pour les humains. Fait que je pense qu'on emmène sur le même thème. Et puis, évidemment, là, les voitures vont avoir de moins en moins de place. Eh bien, comment... this one, celle-ci, là, elle fait référence au fait que comment ces systèmes-là pourraient permettre d'utiliser de façon plus démocratique, plus largement ouverte, les infrastructures des villes. Et là, la personne pointe vers une expérience, là, Smart Telecom, qui fait des conglomérats de plusieurs startups, plusieurs petits fournisseurs qui collaborent pour créer des infrastructures télécom, par exemple. Mais on peut imaginer ici qu'avec des systèmes de villes intelligentes, les citoyens pourront mieux utiliser les infrastructures de la ville, en créer de nouvelles plus utiles, puis avoir une dynamique un peu plus forte là-dessus. C'est assez visionnaire comme proposition puis comme question. Moi, je peux peut-être demander à Viviane comment des systèmes peuvent donner de l'intelligence et l'accès aux infrastructures de la ville aux citoyens. La façon, je trouve la question sur l'interface humaine est super importante. Au bout de la ligne, on doit concevoir une application, pas pour la ville, mais essentiellement pour le citoyen. Notre vision à nous, c'est de dire la donnée appartient aux citoyens, sauf si il y a une loi municipale qui dit qu'elle appartient à la ville. Mais idéalement, la donnée appartient aux citoyens et l'application est conçue pour le citoyen. Ce que nous, on a vu sur le terrain, c'est que les gens veulent avoir une seule application. Ils ne veulent pas avoir à aller à Montréal, payer leur stationnement avec une application, aller à Québec, télécharger une autre application. Ça, c'est ce que les gens m'ont dit sur le terrain et c'est pour ça qu'on a créé une application multiville. Et aussi, il n'y a pas une entreprise qui peut créer toutes les applications. Donc, le système nerveux permet justement d'aller chercher des plus petites entreprises, des startups qui peuvent facilement se connecter à une plateforme qui a un système nerveux central comme Bicity et offrir, et ces applications-là qui peuvent être géniales, peuvent maintenant être disponibles à diverses villes. Mais essentiellement, je trouve la question sur le concevoir. C'est beau utiliser de la technologie, mais il ne faut jamais oublier que la technologie est au service de l'être humain. Souvent, on l'oublie. Donc, il faut créer ces applications-là. Nous, on voit que les villes utilisent la consultation citoyenne presque 2 fois par mois. C'est de plus en plus difficile de prendre des décisions pour une ville. On n'aura pas le choix d'impliquer l'être humain dans la prise de décision. Donc, ça prend des systèmes qui favorisent un dialogue, un retour au dialogue et non pas une communication unilatérale. J'ai une question ici à propos de cette Transpolis. Ça nous fascine de voir une ville qui a été construite comme ça. On a vu les exemples reliés au transport, au sens, mais est-ce qu'il y a d'autres dimensions reliées aux effets climatiques, aux interférences électromagnétiques, à la cybersécurité? Est-ce qu'il y a d'autres dimensions de la ville intelligente qui est mesurée, testée, expérimentée à Transpolis, Stéphane Barbier? Oui, alors sur le plan climatique, on n'est pas capable de reproduire
tout, mais on sait reproduire de la pluie, on sait reproduire du brouillard, par exemple. Et sur on va vous envoyer des nuages de neige pour voir qu'est-ce que vous faites. Voilà, merci, ce serait très utile. Et puis sur la partie connectivité, oui, notre rôle, c'est surtout de mettre les systèmes en défaut. Nos clients viennent tester la robustesse de leur technologie. Et donc, faire en sorte que tout se passe bien, c'est une chose, mais dans la vraie vie, tout ne se passe pas bien. Et donc, on essaye là aussi de tester les limites des technologies de nos clients et ce qui leur permet derrière de faire des itérations et d'améliorer tout ça. Est-ce que les villes utilisent vos services d'expérimentation pour devenir plus intelligentes et s'informer? Quelle autre ville française là, travaille avec vous? Aujourd'hui, les villes s'intéressent à ce que fait Transpolis de façon indirecte via les autorités de transport et donc la mise en service de véhicules automatisés, de navettes automatisées ou de bus automatisés dans l'espace public. Néanmoins, je pense qu'à l'avenir, est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, en tout cas, il y a certainement un marché pour le conseil aux villes et au gouvernement par rapport à la capacité d'adopter des technologies nouvelles liées à la ville intelligente et aux services à déployer pour le citoyen. Alors, les villes partenaires, on n'en a pas vraiment. Il y a eu des cofinancements publics de la ville de Lyon, notamment, et de la région. Mais pour l'instant, il n'y a pas de partenariat particulier. Merci beaucoup Stéphane. Écoute, il y a cette sous-question de cybersécurité, puis Philippe Baudouin en ouverture l'avait soulevé, l'importance de s'approprier les données. Il avait lancé l'idée d'une fiducie des données. En quoi, Philippe Beaubien, comment la cybersécurité est adressée et comment ces idées de fiducie de données sont meilleures que l'open source, ou bien même une autre personne avait posé la question sur la blockchain. Quelles sont les alternatives pour protéger nos données et mieux se les approprier? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fiducie de données ne se substitue pas à la blockchain, est un peu indépendante de la technologie qu'on décide d'utiliser pour la mettre en place. C'est pas une question de savoir... c'est plutôt une structure légale dans laquelle on reconnaît que plusieurs intervenants veulent se mettre ensemble, se mutualiser parce qu'ils ont des intérêts conjoints avec leurs données. Comment ça permet d'augmenter, par exemple, le contrôle sur la vie privée? On peut parler de ça. D'une part, avec les règles qui sont mises en place par la charte de la fiducie, on peut réduire les risques de fuite de données personnelles. L'anonymisation comme telle, c'est pas une panacée, ça fonctionne pas. Mais bon, ça peut augmenter un peu, ça peut diminuer les risques de fuite. Mais c'est surtout l'agrégation de beaucoup de données ensemble qui peuvent faire en sorte de réduire les atteintes potentielles à la vie privée. Donc, ça, c'est un des aspects. Pour la sécurité, la sécurité ultime, la cybersécurité ultime n'existe pas. Il y a des problèmes reliés à la sécurité, il y a des problèmes reliés à la vie privée qui ne sont pas de nature sécuritaire. Ce n'est pas des failles de sécurité, c'est plutôt des failles dans les mécanismes de gestion des données. Mais la fiducie de données, essentiellement, ça permet de chapeauter tout ça avec une structure qui remet les gens au centre, qui redonne le contrôle aux gens. Et après ça, de se poser la question, c'est quoi les meilleures technologies, c'est quoi les meilleures façons de mettre ça en place? L'open source a définitivement un rôle à jouer là-dedans. Les mécanismes d'audit doivent être des mécanismes qui sont vérifiables par la communauté. Donc, les construire sur une base open source, ça pourrait être une solution. La blockchain peut avoir un rôle à jouer aussi. C'est un monde qui est à construire, mais je pense que le premier pas à faire, c'est de se dire que, comme citoyen, on veut sortir du statu quo dans lequel on a comme accepté par défaut que les fournisseurs de données soient aussi, les fournisseurs de services soient aussi les hébergeurs et les contrôleurs, les gestionnaires de nos données. Peut-être, Luc, si je peux me permettre, on peut faire un premier projet prototype avec la blockchain et nous, on y croit beaucoup. On pense que la donnée doit pas être... nous, on a un système nerveux, donc on ne centralise pas la donnée. On va la chercher juste quand on a besoin de manière encryptée et en suivant des règles d'éthique.
Donc, la blockchain, les premiers prototypes qu'on a faits sont déjà assez intéressants parce qu'on pense que même nous, chez nous, les employés ne devraient pas accéder à la donnée. Et en ce moment, il y a des règles de gestion éthique de cette donnée-là, mais on va même utiliser la blockchain pour s'assurer qu'elle ne soit pas accessible à nos employés. Et selon notre vision, elle ne devrait même pas être accessible à l'ensemble des membres d'une ville si j'en ai pas besoin. Donc, c'est vraiment dans cette direction-là que nous, on s'en va sur le terrain avec des études concrètes. Ça semble fonctionner pour l'instant. C'est vers là qu'on va s'en aller avec même ce que je vois, à la limite, moi, ce que je vois même à terme, c'est qu'il va y avoir une certification Smart City qui va s'assurer d'une gestion éthique de l'ensemble des systèmes qui sont connectés à un système nerveux. Écoutez, je voudrais terminer aujourd'hui avec une question peut-être plus large. On focalise là maintenant sur les données, puis on réalise l'importance de la protection de la donnée, mais regardons vers l'avenir. Vous êtes tous des spécialistes, vous avez tous des visions extraordinaires, vous avez tous vu dans votre coin du monde, dans votre domaine, les possibilités de la ville intelligente. Pour vous, là, votre rêve et votre vision de ce que pourrait être le plus utile et le plus intéressant et le plus utile pour le citoyen en termes de ville intelligente, qu'est-ce que ce serait? Vincent, je te vois que tu allumes ta caméra et ton micro. Je pense que tu as une idée là-dessus, toi. En fait, c'est ça, c'est d'avancer rapidement. C'est sûr que des fois, il y a des réticences, donc d'ouvrir le plus possible. Il y a déjà beaucoup de données qui sont disponibles, qui sont publiques. Donc, je pense qu'il faut vraiment expérimenter rapidement sur ça pour justement apprendre, puis trouver les meilleures approches, puis pouvoir répliquer ça aussi à des modèles peut-être plus complexes comme les collaborations avec les données privées, tout ça. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut… Et puis vous l'avez expérimenté dans le transport public, dans la gestion des taxis. Donc, vous avez certainement une vision de transport public, de transport individuel mieux adapté aux besoins. Oui, puis on le voit, je pense qu'avec la crise actuelle, à quel point on a un besoin de résilience, donc aussi de suivre de la mobilité le mieux possible. Là. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là, puis c'est vraiment stimulant de voir ce qu'on peut faire dans les prochaines années. Alors, tout le monde, on a aujourd'hui une brochette d'experts extraordinaires. On reste ici, nous, quelques instants pendant que les gens quittent. Ceux qui veulent continuer le dialogue, vous avez toujours le chat. On est heureux de vous avoir avec nous. On est heureux d'inventer l'avenir des technologies, l'avenir des villes avec vous. On est heureux d'avoir des experts qui ont tellement de force et de compétences technologiques, mais aussi humanistes pour le faire avec vous tous. Merci d'avoir été là. Frédéric? Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi le prochain, le 11 juin. On vous attend. On reprend certainement un prochain aussi sur les villes intelligentes.